Je vous récupère cet après-midi juste après le repas. Alors, bien sûr, pour aborder quelque chose qui sera la cerise sur le gâteau, bien évidemment, c'est la question donc, de la loi de travail et de ses ordonnances et des impacts qu'elle va avoir sur notre secteur d'activité. Alors, donc, avant de parler de la négociation collective, en fait, je voulais d'abord vous parler en tout premier de ce qui est à l'origine des lois travail et également de ces petites sœurs qui sont les ordonnances de septembre 2017. Donc, ce qui est à l'origine de tout ça, c'est le rapport Combrexel. D'accord ? C'est un rapport qui est sorti en septembre 2015. Et donc, dans ce rapport Combrexel, en fait, il y a quatre champs sur lesquels le rapport a voulu mettre un petit peu, a voulu en fait investir quatre champs essentiellement. Ce sont les quatre champs de réforme du Code du travail. Donc, dans un premier temps, il y a eu le champ donc, du légal. Donc, au niveau du légal, ce qu'a conseillé le rapport Combrexel pour arriver à cette réforme du droit du travail, c'est dans un premier temps de réguler en fait les normes législatives. Cette régulation des normes législatives, elle est essentielle puisque, comme vous le savez tous, pour la plupart d'entre vous, au niveau du Code du travail, il est quand même assez conséquent et parfois même inintelligible. Donc l'intérêt est, dans un premier temps, de réguler ces normes. Dans un deuxième temps, il faut également en fait, revoir un petit peu l'architecture même du Code du travail pour que en fait, le Code du travail soit plus intelligible et qu'il soit surtout plus accessible à l'ensemble des personnes qui l'utilisent, puisque pour la plupart d'entre nous, en fait, c'est surtout les directeurs de structures qui l'utilisent. Et c'est vrai que, étant donné qu'ils n'utilisent que des termes purement juridiques, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Donc, il y a donc le premier volet qui est le volet donc légal. Ensuite, il y a un autre volet, c'est le volet donc des branches. Puisqu'il faut en amont aussi, avant donc de réformer le Code du travail, il faut réformer en fait les branches. Pourquoi ? Parce que le nombre de branches est trop important à l'heure actuelle. On est à peu près entre 900 et 1000 branches. Donc c'est extrêmement important et parfois, certains d'entre nous, en fait, on n'arrive pas forcément à se placer dans telle ou telle branche. Donc l'intérêt aussi, c'est de pouvoir réduire ce nombre de branches. En amont, bien évidemment, avant donc, la refonte du Code du travail. Également, au niveau des branches, outre leur fusion, il faut également redéfinir plus particulièrement leur rôle et savoir finalement comment ces branches vont pouvoir intervenir et surtout quel sera leur domaine d'intervention. Puisqu'aujourd'hui, on peut le voir, pour la plupart d'entre nous, on a bien évidemment les conventions collectives, on a également le Code du travail, mais il y a également la branche. Et donc, quand la convention collective ne nous donne pas toutes les réponses, on peut aller se référer à la branche, mais c'est vrai que c'est très compliqué, on ne sait pas tellement où jongler. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir redéfinir un petit peu son champ d'intervention. Troisième point du rapport Combrexel, donc, il conseillait également d'intervenir sur la négociation collective. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le rapport Combrexel, ce qu'il a voulu mettre en avant, c'était finalement l'avènement de l'accord d'entreprise pour que cet accord d'entreprise soit désormais prioritaire à la fois sur la branche, mais aussi sur les conventions collectives, afin que les structures puissent finalement s'adapter, adapter en fait leurs propres accords d'entreprise pour que ces accords d'entreprise en fait soient le reflet de leur situation éventuellement conjoncturelle. Donc, pour ça, il faut bien évidemment un petit peu donner un peu plus de sens au dialogue social dans les structures, via donc la négociation collective. Et enfin, le dernier point, c'est l'accord d'entreprise, pour que cet accord d'entreprise soit désormais majoritaire et qu'il prime, en fait, qu'il ait une primauté par rapport à la branche ou encore aux conventions collectives. Donc tout ça, en fait, c'était ce que prévoyait le rapport Combrexel. Et comme on va le voir par la suite, mais comme vous avez déjà commencé à le voir, la loi travail, en réalité, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a appliqué les conseils du rapport Combrexel pour réformer un petit peu le droit du travail. Et les ordonnances, qui sont arrivées très récemment,
elles aussi, en fait, c'est aussi ce qu'elles mettent en avant, puisqu'elles ont ouvert le champ de la négociation collective à finalement plus de thématiques que ce que l'a fait la loi travail déjà. Alors, donc, je vais vous parler dans un premier temps donc, de cette négociation collective, qui est donc le cœur même de la loi travail, mais également des ordonnances. Donc, la négociation collective, on a pu voir que celle-ci était mise en avant dans un premier temps par la loi travail, puisqu'elle a ouvert la négociation collective, elle a ouvert en fait un champ de la négociation collective bien plus important que ce qu'il était jusqu'à présent, ce qui donne ainsi aux structures la possibilité de négocier par la loi travail en matière de durée et de congé. Donc les structures peuvent donc adapter en leur sein même la question de la durée du travail et des congés. Ensuite est arrivée les ordonnances de septembre 2017 qui, elles, ont pour projet, en fait, pour mai 2018, d'ouvrir bien plus de champs que la question de la durée et des congés à la négociation collective et donc aux accords majoritaires. Alors, quel est l'intérêt pour nous d'utiliser un petit peu mieux, finalement, la question des négociations collectives. Donc, quels sont finalement les enjeux, mais également les conséquences pour notre secteur. C'est vrai qu'on n'est pas trop adepte de la négociation collective ou encore des accords d'entreprise. C'est vrai que ce n'est pas forcément la coutume, on va dire, chez nous. Mais là, en fait, l'intérêt, c'est quand même pour nous de mettre en place un véritable dialogue social avec les représentants du personnel. Et pour quelles raisons? Donc pour différentes raisons. Donc, dans un premier temps, il faut savoir que par les ordonnances, il y a une ouverture finalement de la négociation collective à l'ensemble des structures, même celles pour qui, enfin, c'est le cas de la plupart d'entre nous, je pense, même celles qui sont donc dépourvues d'élus ou encore dépourvues de salariés mandatés. Donc ça, c'est quand même un sacré avantage, puisque ce qui était jusqu'à présent, en fait, ce qui vous était fermé, c'est-à-dire la négociation collective et les accords d'entreprise, ça vous est accessible désormais et ça peut être tout à fait intéressant pour nous de pouvoir s'en saisir. Deuxième point, ça permettra également de moduler finalement un petit peu mieux les normes dans chaque association, dans chaque établissement. Et pourquoi? Parce que ça va nous permettre en fait d'être un petit peu mieux adaptés aux situations conjoncturelles que l'on rencontre, parce que finalement, le fait de pouvoir adapter les normes au sein de nos structures, c'est quand même un avantage certain, en effet, puisque cela permettra une meilleure rationalisation des ressources humaines. Et qui dit meilleure rationalisation des ressources humaines dit, in fine, une meilleure rationalisation financière. On le sait tous, aujourd'hui, on est dans cette logique de CPOM, d'accord ? Et c'est vrai que finalement, on a besoin de travailler un petit peu à l'économie, sauf qu'en réalité, les conventions collectives nous le permettent, oui et non, finalement. Et le fait de pouvoir négocier en interne nos propres normes, ça nous permettra, je pense, de mieux rationaliser les ressources humaines et donc, comme je l'ai déjà dit, in fine, une meilleure rationalisation financière. Mais il faut savoir se saisir de ça et il faut en fait amener un petit peu d'intelligence dans la négociation collective parce qu'il va falloir justement essayer d'y intégrer les différents points notamment qui sont relatifs au CPOM. Alors, pour les ordonnances de septembre 2017, elles ont mis en avant deux nouvelles choses qui sont complètement nouvelles pour tout le monde. Alors, dans un premier temps, là, j'ai vu vraiment les points essentiels qui nous concernent, nous, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail des ordonnances, c'est très fastidieux et je pense très sincèrement que je vous perdrai et que de toute manière, on y passerait 4 jours. Donc là, on va voir vraiment les points essentiels et ceux qui nous touchent plus particulièrement. Alors, dans un premier temps, il y a la fusion des instances représentatives du personnel. Alors, ça ne sera plus les instances représentatives du personnel comme on les connaît jusqu'à présent. Et ça, attention, parce qu'il faut le prendre en compte dès à présent, puisque les ordonnances étant passées samedi dernier, dès samedi, en fait, c'est effectif. Et donc, si vous allez rentrer dans une logique, finalement, d'élection professionnelle, il va falloir que vos élections soient adaptées au nouveau format. Et donc, cette fusion, elle a amené
à la création du comité social et économique, que je vous détaillerai par la suite. Deuxième point qui intéressera, je pense, beaucoup des directeurs et des directeurs de ressources humaines, c'est sur la question des licenciements. L'ordonnance a apporté un meilleur aménagement, mais surtout la sécurisation de la rupture du contrat de travail. Donc, je ne vais pas aller dans le détail, mais sachez qu'il y a beaucoup de choses, en tout cas, qui sont plutôt favorables à l'employeur surtout sur les erreurs qu'on a l'habitude de faire en matière de procédure de licenciement. Là, on sera un petit peu plus protégé. Et enfin, l'ouverture des contrats de chantier, puisque en fait, les contrats de chantier sont ouverts maintenant à l'ensemble des branches. Faut-il encore que ces dernières, en fait, elles se saisissent du sujet. Alors, concernant la fusion donc, des instances représentatives du personnel, ceci va apporter dans un premier temps une simplification du fonctionnement des instances représentatives du personnel. Donc jusqu'à présent, on en connaissait 3. On avait les délégués du personnel, on avait également le comité d'entreprise et enfin on avait le CHSCT. Et c'est vrai que ça démultipliait un petit peu les réunions, ça démultipliait le nombre d'heures de délégation. Enfin, c'est vraiment très compliqué au quotidien de devoir gérer ça. Finalement, un directeur des ressources humaines, quand il doit gérer ça, je pense qu'il y passe quasiment 80% de son temps à devoir le gérer, alors que derrière, il y a quand même la gestion du personnel. Et l'intérêt ici, c'est quand même de simplifier un petit peu plus ce fonctionnement. Donc, on va se retrouver avec une seule et même entité avec qui on va pouvoir discuter de justement en fait, ce CSE, il aura pour les structures de 11 à 49 salariés, il aura finalement les prérogatives des délégués du personnel. Et pour les structures de plus de 50 salariés, il aura les prérogatives du CE. Et là, vous allez me dire, mais où est passé le CHSCT? Non, alors le CHSCT, en effet, il a un peu disparu, mais il va réapparaître dans les structures de plus de 300 salariés, dans lesquelles, en fait, on va retrouver une émanation au sein de ce CSE, il y aura une commission qui sera créée et qui aura les prérogatives du CHSCT. Donc, c'est quand même assez intéressant pour la plupart d'entre vous. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup ici qui soient à plus de 300 salariés. Donc, l'avantage quand même, c'est de pouvoir ne discuter qu'avec une seule entité. Deuxième point, c'est l'introduction du dialogue social dans ce fameux CSE. Vous aurez la possibilité, via la création du conseil d'entreprise, de pouvoir donner en fait la possibilité au CSE de négocier les accords d'entreprise. Donc, ce qui se faisait jusqu'à présent, c'est qu'on avait notre CE, notre CHSCT et nos délégués du personnel, et on avait les délégués syndicaux qui étaient un peu une émanation du CE, mais qui étaient en fait des membres complètement ad hoc de tout ça. Et c'est vrai que c'était compliqué parce que quand on était dans le cadre d'une négociation, il fallait voir les délégués syndicaux et quand on était dans le cadre du fonctionnement habituel de la structure, c'était le CE. Bon, là au moins, avec la création éventuelle, parce que c'est une possibilité qui vous est donnée, bien évidemment, avec la création du conseil d'entreprise, justement, les choses seront peut-être plus simples puisque vous pourrez également négocier avec le même organe. Et enfin, alors ça c'est un message pour vous tous, attention pour vos prochaines élections professionnelles, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Soyez très vigilants puisque c'est la nouvelle forme qui va s'appliquer, c'est-à-dire la forme du comité, du comité social et économique, pardon. Et du coup, pour ceux qui sont en train d'entamer les négociations du protocole d'accord préélectoral, attention parce que vous allez peut-être devoir le renégocier pour que celui-ci, en fait, se conforme à la nouvelle législation, tout simplement. Donc, restons vigilants sur ces points-là. Bien évidemment, on vous donnera les informations nécessaires en temps utile puisque la question notamment de la mise en place du CSE, elle dépend de la sortie de certains décrets qu'on attend toujours. Voilà, on peut passer à la prochaine. Alors, concernant le licenciement et donc l'aménagement et la sécurisation de la rupture du contrat de travail, il y a dans un premier temps la création en fait d'un barème impératif qui est relatif aux indemnités prud'homales. Alors, ça va permettre de créer certains plafonds en matière d'indemnités prud'homales.
ce qui permettra aux structures de mieux appréhender les risques prud'homaux, donc les risques contentieux. Et donc financièrement, c'est vrai qu'on pourra un petit peu mieux s'y retrouver puisqu'on saura exactement ce qu'on devra au salarié si celui-ci doit aller en contentieux. Donc c'est un risque qui est désormais mesurable. Et donc, finalement, c'est ce que je vous explique, c'est donc une meilleure anticipation financière liée au risque contentieux. Dans un deuxième temps, il va y avoir également la publication des modèles types de notification des licenciements et également un meilleur éclaircissement un petit peu des différentes étapes à respecter lors d'une procédure de licenciement. Ça va permettre un petit peu de recadrer les choses, notamment sur la question de la notification des licenciements, puisqu'on ne pourra plus vous reprocher d'effectuer un licenciement, que votre notification n'est pas bonne, puisqu'en fait, vous vous serez référé au modèle légal, et donc le juge ne pourra jamais revenir sur ce point-là. Donc ça, c'est quand même pas mal, puisque justement, ça permet d'avoir une diminution du risque prud'homal. Et enfin, on a la diminution des sanctions qui sont liées aux irrégularités. Donc, un exemple concret, vous décidez donc de licencier quelqu'un. Déjà, il faut savoir que les ordonnances vous permettent de motiver le licenciement a posteriori. C'est une possibilité qui vous est laissée, soit à la demande du salarié, soit par votre propre initiative. Si toutefois vous ne le faites pas, le salarié peut le contester en effet, sauf que la sanction qui vous sera appliquée, ça sera une indemnité d'1 mois de salaire maximum. Donc on a quand même ce côté un petit peu protecteur pour l'employeur qui n'est quand même pas négligeable. Et donc ça amène au même résultat, c'est-à-dire une diminution du risque prud'homal. On peut passer à la suivante. Enfin, la question des contrats de chantier. Alors, les contrats de chantier, c'est une thématique dont la branche doit se saisir, d'accord ? Donc vous n'êtes malheureusement pas les acteurs de la mise en place des contrats de chantier, même si la question des contrats de chantier est quand même une notion qui est très intéressante pour notre secteur d'activité. Aujourd'hui, on met en place différents types de CDD et parfois, c'est vrai qu'on n'a pas le bon motif, quoi. On est un peu bloqué, on est là, on se dit non, mais en fait, on ne rentre pas dans le cadre d'un accroissement d'activité, on ne rentre pas dans le cadre d'un remplacement de salariés ou encore d'un emploi saisonnier. Mais alors, dans quelle case on est, quoi ? Et l'avantage du contrat de chantier, c'est que lui, il va vous permettre en fait d'associer une mission à un contrat. Donc la mission se termine, le contrat c'est un CDI, mais le CDI prend fin puisque la mission est terminée. Donc c'est plutôt quelque chose d'avantageux pour le secteur. Si toutefois si la branche s'en saisit, donc l'avantage c'est que ça permettra ainsi une adaptation du contrat de chantier aux besoins de vos ressources au sein de votre structure. Donc, c'est quand même un élément intéressant. Maintenant, on va rester quand même en veille, notamment au regard de la branche, pour savoir si cette dernière, en fait, elle se sera saisie du sujet. Donc, voilà. Mais j'espère avoir été claire. Je vous remercie de votre attention et puis on va passer, du coup, à la table ronde de cet après-midi. Merci.